Eh bien, je vais rentrer dans le vif du sujet en me permettant de reprendre quelques toutes petites notions d'histoire. Alors, cette UE s'appelle pharmacotechnie. Elle aurait pu s'appeler pharmacie galénique. Galénique, pour Claudius Galenus, pardon. Claudius Galenus, c'était un médecin d'origine grecque qui est né en 131 à Pergame. Pergame, c'est une ville de l'ouest de l'actuelle Turquie et qui est mort à Rome en 201. Eh bien, ce Claudius Galenus, en fait, il est considéré comme le père de la pharmacie parce qu'il a beaucoup réfléchi et beaucoup rédigé sur des éléments en lien avec la préparation des médicaments. Donc en ça, effectivement, on considère que c'est la première personne qui s'est intéressée à la façon de préparer correctement les médicaments de façon à prendre en charge le mieux possible les différentes pathologies. Et la spécificité de ce Claudius Galenus, c'est qu'il proposait une approche basée sur la polypharmacie. C'est-à-dire que, il n'hésitait pas à mélanger, la plupart du temps c'était des substances d'origine végétale, animale ou minérale, pour proposer des remèdes qui la plupart du temps étaient considérés comme des remèdes universels et qui prenaient dans ce cas-là donc le nom de panacée. On connaît de lui la fameuse thériaque de Galien qui, pour sa version, alors puisqu'elle a évolué, cette thériaque de Galien, mais à la fin du 19e siècle, la description de cette thériaque de Galien faisait mention quand même de plus de 53 composés, tels que par exemple la myrrhe, des fruits de navet, du poivre noir, des fruits de persil, etc. etc. Et donc, en plus donc de proposer des mélanges de substances actives, de drogues, Galien indiquait le procédé d'élaboration précis qui permettait d'obtenir ce fameux produit que l'on conservait ensuite dans des pots à thériaque, tels que celui que vous pouvez voir sur la diapositive ici, et dont certains exemplaires sont conservés au musée de la pharmacie, que je vous invite à visiter, au musée de la pharmacie de Montpellier, qui se situe au sein de la faculté. Donc, voilà, beaucoup de substances au sein d'un même remède susceptibles de prendre en charge et de permettre la prise en charge, oui, de nombreuses pathologies. Alors, on connaît des variantes à cette fameuse thériaque de Galien. Il y a notamment la thériaque de Montpellier, il y a aussi une thériaque très décrite à Venise. Voilà, c'était une préparation relativement empirique qui devait donc respecter différentes étapes et qui a très bien décrit donc Galien en ce qui concerne la thériaque de Galien. Mais effectivement, jusqu'au XVIe siècle, pharmacie et médecine étaient étroitement liées. Pour preuve, Galien, c'était un médecin. Alors, à quelques nuances près, quand même, on trouve par exemple un antidotaire, l'antidotaire de Nicolas, qui, entre le XIe et le XIIIe siècle, donc, a rédigé un document qui décrit uniquement et spécifiquement les substances végétales, les classifie en fonction de leur intérêt thérapeutique. On trouve également à Montpellier une pharmacopée, la pharmacopée de Laurent Joubert, qui va elle aussi, donc, au XVIe siècle, permettre la classification des médicaments selon leur mode d'emploi et leurs applications. Excusez-moi pour le S qui manque à l'heure pour leurs applications. Donc, jusque-là, quand même, une approche très empirique. Paracels, qui est la deuxième personne que je souhaite citer dans cette toute petite histoire de la galénique. Paracels, c'est un médecin, philosophe et alchimiste suisse donc, qui est né en 1493 et qui est mort en Autriche à Salzbourg en 1541. Eh bien, à l'inverse de Galien, qui lui mélangeait donc des substances végétales, l'intégrité des substances végétales pour générer donc un remède constitué d'une liste incroyable de substances, eh bien Paracels, lui, il va développer le concept de quintessence en disant que finalement l'intérêt de ces substances végétales réside uniquement
dans les substances actives qu'elles contiennent, dans leur drogue. Et donc il faut extraire les principes actifs de ces drogues pour générer des médicaments. Et là, en fait, on va avoir donc l'opposition à la polypharmacie de Galien et les débuts du clivage entre l'art pharmaceutique que peut représenter la galénique et la pharmacie, une pharmacie plus moderne, plus pragmatique que représente Paracels. On la qualifie de pharmacie chimique. Alors le Y n'est pas une faute cette fois-ci. Le Y, effectivement, ça constitue de l'ancien français et c'est le terme employé dans la description et dans le commentaire qu'effectue donc Nicolas Lemery lorsqu'il compare la pharmacie galénique et la pharmacie chimique. Donc je me permets de citer cette phrase. La pharmacie galénique est celle qui se contente du simple mélange sans se mettre en peine de chercher les substances dont chacune des drogues est naturellement composée. La pharmacie chimique fait l'analyse des corps naturels afin de pouvoir séparer les substances inutiles et d'en faire des remèdes plus exaltés et plus essentiels, exaltés avec un Z également pour l'ancien français. Donc vous voyez, c'est le début de la dichotomie, de la dissociation entre la pharmacie galénique et la pharmacie chimique. Et au cours du XVIIIe siècle, eh bien, puisqu'on souhaite sortir de l'obscurantisme, eh bien, on souhaite également s'extraire pour la prise en charge thérapeutique des méthodes empiriques et on rejette l'approche de Galien au profit de celle de Paracels qui va eh bien, supplanter bien sûr celle de Galien. Et désormais, à partir de là, on aura deux grands domaines en pharmacie. La pharmacie galénique, d'une part, qui va s'appliquer à préparer les médicaments, à permettre leur conservation et améliorer leur efficacité. Et la pharmacie chimique, qui, elle, sera plutôt dévolue à la recherche de nouveaux composés chimiques pour permettre une prise en charge thérapeutique. Et c'est vrai que depuis ce temps, ces deux disciplines, ces deux champs disciplinaires ne se sont jamais retrouvés, puisque on vous dira souvent dans l'industrie que la pharmacie galénique, c'est le parent pauvre, à savoir que les chimistes développent des molécules pour prendre en charge des pathologies, pour agir sur des récepteurs. On donne donc ces molécules aux galénistes et on leur dit débrouillez-vous avec ça et maintenant générez-nous un médicament susceptible de venir agir sur la cible. D'accord ? Donc en fait c'est une élaboration séquentielle des thérapeutiques, des médicaments avec effectivement une certaine primauté de la pharmacie chimique sur la pharmacie galénique. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé l'UE pharmacie galénique et qu'on l'a appelé pharmacotechnie ? Eh bien, tout simplement parce que, avec l'ingénierie pharmaceutique, avec la complexité, effectivement, des pathologies qui sont prises en charge, eh bien, il a fallu que cette discipline devienne de plus en plus technique, se muscle et intègre justement à la fois de la physico-chimie pour bien connaître les propriétés des substances actives et des excipients, mais aussi de l'ingénierie pour mettre en œuvre justement des procédés, des opérations unitaires dont on reparlera et qui permettent de mettre en forme, de mélanger, d'élaborer, de mettre en forme les excipients et les substances actives pour générer des médicaments. Donc, on augmente les compétences, tout ça pour permettre, et c'est l'objectif, de trouver pour chaque principe actif la présentation qui va permettre et qui sera la mieux adaptée au traitement d'une maladie déterminée. Alors pour ce faire, eh bien, les galénistes vont disposer donc à la fois d'excipients et d'outils qui sont des opérations pharmaceutiques qui vont permettre justement, en associant excipients et principes actifs au cours d'opérations pharmaceutiques, de permettre la genèse de formes pharmaceutiques, de médicaments qui sont le mieux adaptés à la voie d'administration.
Alors, vous voyez, tous ces termes-là qui sont indiqués en vert, eh bien, ils nécessitent une petite définition. Donc, je vais me permettre de rappeler, en faisant appel au Code de la santé publique, la définition de ces différents termes, sachant que j'imagine que mon collègue Guillaume Monziol ira plus loin dans les aspects en lien avec la législation et la définition juridique de ces termes. Donc, qu'est-ce qu'un médicament déjà? Un médicament, selon le Code de la santé publique et l'article L 5111-1, eh bien, par médicament, on va entendre effectivement toute substance ou composition présentée comme ayant des propriétés curatives, donc qui traitent, ou préventives à l'égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée en vue d'établir, et c'est important, un diagnostic médical. Donc tout ce qui est produit de contraste, ce sont également des médicaments. Donc en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Donc, vous voyez, la définition est extrêmement précise. Donc il faut que vous en reteniez les grandes lignes. Vous voyez également qu'il y a un deuxième article qui concerne les médicaments vétérinaires. On entend par médicaments vétérinaires tout médicament tel que défini par l'article L 5141-2. Donc il y a une définition spécifique pour les médicaments vétérinaires. Médicaments vétérinaires que vous êtes amenés à manipuler également à l'officine. Ensuite, il est important de définir ce qu'on entend par matière première à usage pharmaceutique. Matière première à usage pharmaceutique, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les composants des médicaments, hein, tout ce que contient un médicament tel que défini dans l'article L 5111-1 qu'on vient de voir juste avant. D'accord? Et donc, ces matières premières à usage pharmaceutique, quelles sont-elles? D'abord, une substance active. D'accord? Donc, est considérée comme une substance active toute substance ou mélange de substances destinées à être utilisée pour la fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'utilisé pour sa production, devient un composant actif de ce médicament, exerçant donc une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. On retrouve la définition du médicament en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques ou d'établir un diagnostic médical. On comprend bien qu'effectivement, c'est la substance active qui est au cœur du médicament, puisque le médicament reprend mot pour mot l'intégralité des termes de la définition de la substance active. Mais dans les matières premières à usage pharmaceutique, on fait également mention des excipients. D'accord? Et les excipients, c'est quoi? C'est tout composant d'un médicament autre qu'une substance active et que les matériaux d'emballage. Donc matière première à usage pharmaceutique, c'est substance active et excipient. Donc on va revenir sur ces deux termes, substance active. Alors parmi les substances actives, quelles sont-elles? Donc quelle est l'origine des différentes substances actives qui entrent dans la composition des médicaments? Eh bien, on l'a vu à l'époque de Galien, on avait beaucoup de substances actives d'origine végétale. Il utilisait des plantes entières, des préparations à base de plantes, et puis depuis Paracels et donc maintenant encore, on va à partir de ces plantes-là extraire la substance active, extraire la drogue pour obtenir une substance active qu'on va ensuite mélanger avec des excipients et ne plus présenter comme ça en totum sous la forme d'une espèce de tisane ou d'une pâte qui aurait une action de remède universel. Donc on va extraire effectivement une substance active particulière, par exemple la digitaline, qui est un cardiotonique qu'on extrait de la digitale pourpre, ou la quinine, qu'on va venir extraire du quinquina pour son activité sur le paludisme. Donc ça, c'était pour les substances végétales. On utilise également des substances actives d'origine animale. Alors, pareil, certaines thérapies faisaient mention de l'usage de foie lorsqu'il s'agissait de traiter les anémies ou de moelle osseuse lorsqu'il s'agissait de traiter l'asthénie. Désormais, on utilise donc les substances actives d'origine animale dans le cadre de thérapies opothérapiques,
c'est-à-dire de thérapeutique, pardon, opothérapique, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc des extraits bruts ou purifiés de divers tissus ou organes. Alors, on fait mention ici de glandes endocrines d'origine animale. On peut penser par exemple à l'emploi d'hormones, aux héparines, qui sont des anticoagulants, à l'usage de sang humain. Donc ça, c'est des thérapeutiques qui sont à l'œuvre actuellement encore. Je vous ai fait mention de l'usage de larves de mouches parce que je pense que c'est assez, c'est quelque chose qui risque de vous marquer effectivement. Quand on voit cette image, on se demande si le patient n'est pas plutôt en danger. Mais en fait, il s'avère que ces larves de mouches, eh bien, elles vont avoir pour mission de nettoyer les plaies, puisqu'elles vont venir manger spécifiquement les tissus nécrosés. Donc ça, c'est important lorsqu'il s'agit de prendre en charge les escarres, notamment. Ensuite, on a les levures, bactéries et virus, donc, qui sont des substances actives d'origine microbiologique, donc qu'on peut notamment trouver pour les bactéries et virus dans le cadre des vaccins. Production microbiologique d'antibiotiques, pénicilline, streptomycine, chloramphénicol, cyclosporine, et j'en passe. Et puis également, eh bien, on va pouvoir, en milieu liquide, mettre en condition des bactéries ou des levures pour produire notamment de l'insuline, des interférons qui sont des molécules qui vont promouvoir la réponse immunitaire, des hormones de croissance, des facteurs de coagulation, etc., etc. Donc végétal, animal, origine microbiologique également pour ces substances actives. Bien sûr, substances actives d'origine minérale, dans le sens où eh bien, on va encore employer par exemple du bicarbonate de sodium pour traiter l'acidité gastrique, des pansements gastro-intestinaux à base de silicate d'aluminium, des purgatifs à base de sulfate de sodium, et puis des antiseptiques locaux à base d'oxyde de zinc ou des préparations à base de chlorure de zinc dans le cadre du traitement de l'acné. Donc vous voyez, le règne minéral également fournit de nombreuses substances actives. Le milieu marin va également permettre d'obtenir à partir d'extraits d'algues ou de polymères marins des molécules qu'on va par exemple utiliser en tant qu'hémostatique. C'est le cas du coalgan par exemple, qui est extrait à partir d'algues brunes, ou de laxatifs mécaniques. Par exemple, lorsqu'on va utiliser des polymères qui vont avoir la capacité de une fois dans le système digestif, de se charger en eau pour permettre effectivement d'obtenir un effet laxatif. Donc ça, c'est, on va dire, des substances encore d'origine naturelle, mais il faut quand même signifier que désormais, la plupart des substances actives sont quand même obtenues par synthèse, c'est-à-dire que on va chercher à produire par toute l'ingénierie chimique des molécules qui présentent une analogie structurale avec certains récepteurs, ou alors avec certains inhibiteurs, enfin certains récepteurs présents sur les enzymes pour inhiber des réactions. Donc là, il s'agit effectivement de faire de la chimie structurale et d'agencer des molécules de façon à se rapprocher le plus possible d'une forme, d'une structure identique à celle de la molécule naturelle capable d'interagir avec le récepteur sur lequel on souhaite agir dans le cadre de la prise en charge thérapeutique. Donc ça, c'est pour la synthèse brute, mais on peut aussi avoir une approche d'hémisynthèse, c'est-à-dire qu'on va récupérer une molécule, ça peut être une molécule d'origine naturelle, qu'on a extrait d'une plante et sur laquelle on va venir faire réagir tel ou tel radical, de façon à ce que, effectivement, on modifie, je sais pas moi, la solubilité du composé, qu'on améliore encore un peu plus son aptitude à interagir avec un récepteur, qu'on réduise les effets secondaires,
qu'on modifie un petit peu les paramètres pharmacocinétiques, etc., etc. Donc soit on synthétise globalement la molécule à des fins thérapeutiques, soit on se sert d'une molécule existante sur laquelle on va spécifiquement venir rajouter tel ou tel radical de façon à bien moduler son activité ou, enfin, en tout cas, ça va toujours dans le cadre d'une amélioration de l'efficacité du traitement. Quand il s'agit de parler des substances actives, donc c'est important de connaître leur origine, mais c'est aussi important de connaître leurs propriétés essentielles, et ça va avoir un impact fort sur justement le travail des galénistes, puisqu'effectivement, eh bien, les propriétés physico-chimiques de la substance active vont avoir un impact fort sur tout le travail de formulation qu'il va y avoir à réaliser ensuite, de façon à ce que justement cette substance active soit amenée à l'endroit où elle va réagir avec le récepteur. Donc notamment ici, il faut prendre en compte la solubilité qui va fortement impacter la biodisponibilité. Il faut connaître des paramètres tels que la température de fusion, température d'ébullition. Le caractère organoleptique, il est très important également, puisque notamment lorsqu'il s'agit de thérapeutique pour des enfants, eh bien, on va chercher à améliorer le goût, par exemple, d'une substance, diminuer son amertume avec différents subterfuges. Donc ça, c'est pour les propriétés physico-chimiques. Il faut également savoir et connaître quel est le devenir du médicament dans l'organisme, connaître ses paramètres pharmacocinétiques en termes de biodisponibilité, de répartition, de métabolisme, d'élimination. Connaître sa stabilité, connaître son activité thérapeutique. Et avec tout ça, effectivement, on va pouvoir envisager une élaboration, l'emploi d'excipients, l'emploi d'opérations unitaires pour pouvoir produire une forme pharmaceutique la mieux adaptée à la pathologie que l'on souhaite traiter. Après les excipients, après les substances actives, justement, on va parler maintenant des excipients. Donc ces excipients, eh bien, ce sont des composants du médicament. D'accord ? Contrairement à la substance active, les excipients ne lui confèrent pas ses propriétés thérapeutiques ou préventives. D'accord ? Mais ils vont jouer un rôle dans l'absorption ou l'assimilation, donc tout ce qui est pharmacocinétique, plus généralement, et dans la stabilité du médicament, et qui vont conditionner son aspect, sa couleur et son goût. D'accord ? Donc, la substance active, c'est pour l'efficacité thérapeutique, et les excipients, ce sont on va dire des auxiliaires qui vont permettre à la substance active de pouvoir interagir avec les récepteurs là où elle doit le faire, en s'assurant que le médicament il sera absorbé par le patient, absorbé tant par ses muqueuses que par sa volonté, à savoir que le goût va aussi être important, un paramètre important dans le cadre de la formulation. Donc ces excipients, ils doivent faciliter l'administration des principes actifs, ils doivent améliorer l'efficacité du principe actif, améliorer sa tolérance, assurer sa stabilité et être inerte. Donc si on reprend point par point, faciliter l'administration des principes actifs, eh bien, par exemple, on peut penser aux pilules contraceptives qui donc intègrent comme substance active différentes hormones, et les hormones agissent avec pour des masses très faibles. La substance active présente dans les pilules contraceptives est très faible, et donc on va devoir utiliser des excipients qui vont jouer le rôle d'excipients de charge, qui vont assurer effectivement le fait qu'on puisse venir prélever et prendre un comprimé. Si ce comprimé n'était constitué que d'hormones, eh bien il serait tellement petit qu'on ne pourrait pas l'attraper. D'accord ? Donc là, par exemple, les excipients de charge, typiquement, vont permettre de faciliter l'administration du principe actif. Améliorer l'efficacité, eh bien, c'est le cas de tout ce qui est forme à libération prolongée, d'excipients qu'on va utiliser justement pour permettre une libération continue du médicament, de façon à ce que la substance active ne soit pas
ne se retrouvent pas dans le sang à une concentration pic, puis reviennent à une concentration nulle très rapidement, mais qu'effectivement, on libère progressivement le principe actif jusqu'à un plateau qui permette une efficacité de prise en charge sur une durée beaucoup plus grande qu'un principe actif qui serait libéré de façon effet burst, comme ça, d'un seul coup. Améliorer la tolérance, c'est le cas des formes gastro-résistantes. Lorsque, par exemple, le principe actif peut présenter un risque d'irritation de la muqueuse gastrique, eh bien, on va protéger la muqueuse gastrique en enrobant le principe actif et donc le comprimé, ou la gélule, pardon, en enrobant tout ça dans un film gastro-résistant, donc qui résiste à l'acidité gastrique de façon à libérer le principe actif à l'endroit où il n'est plus susceptible d'entraîner une lésion de la muqueuse. Assurer la stabilité, effectivement, notamment microbiologique, en adjoignant à la formulation des antiseptiques, et être inerte, eh bien ça c'est la moindre des choses, c'est-à-dire que il ne doit pas, l'excipient, induire de réaction vis-à-vis du principe actif, du conditionnement ou de l'organisme. Et l'organisme, en l'occurrence, c'est parfois compliqué, puisque vous savez qu'il existe des excipients à effet notoire. Donc s'il existe des excipients à effet notoire, c'est qu'ils sont susceptibles quand même d'avoir parfois un effet sur l'organisme. C'est notamment le cas du lactose et de certains sucres qui sont employés. Alors, si on s'intéresse aux différents types d'excipients, on peut vite rentrer dans un catalogue qui serait rapidement inintéressant. Donc, l'objectif, c'est de ne pas vous faire la liste de l'ensemble des grandes familles d'excipients, ou en tout cas, peut-être de vous en faire mention sans les développer, sachant que mes collègues formateurs dans les différents CFA vous décriront plus précisément ceux qui sont réellement nécessaires pour la connaissance de la mise en forme des différentes formes pharmaceutiques que vous aurez à manipuler à l'officine. Mais l'excipient le plus utilisé, c'est l'eau. D'accord ? Alors, il y a différents types d'eau, l'eau purifiée, l'eau hautement purifiée, qu'on va faire passer sur différents types de membranes pour en extraire, bien sûr, tout ce que l'on ne souhaite pas intégrer dans le cadre de la formulation d'un médicament. Vous avez également l'eau PPI, l'eau pour préparation injectable, qui, elle, doit en plus être stérile. L'eau pour dilution des solutions concentrées pour hémodialyse, etc., etc. Vous avez différents grades, différentes qualités d'eau qui sont employées dans le cadre des formulations. Vous avez, lorsque les principes actifs ne sont pas solubles dans l'eau, possibilité d'utiliser d'autres excipients liquides, notamment des alcools, alors éthanol, propylène-glycol, glycérol, etc., etc. Vous avez également les glycérides qu'on va retrouver dans les huiles végétales, dans le beurre cacao. Vous avez des cires, cire d'abeille, de la graisse de laine de mouton, bien sûr, tout ça étant purifié et de grade pharmaceutique. De la cire de carnauba, le carnauba étant un palmier à huile. Vous avez ensuite des hydrocarbures, des silicones. On s'en sert beaucoup, c'est le cas de la paraffine, de la vaseline, qui sont des hydrocarbures d'origine minérale. Le silicone, donc je vous en ai fait mention déjà. Vous avez ensuite la grande famille des sucres et dérivés. Alors d'abord des sucres simples qui sont employés, tels que le saccharose, le lactose, le glucose, le fructose, le tréhalose. Vous avez des sucres plus complexes, tels que de l'amidon. L'amidon est un polymère constitué de chaînes d'amylose et d'amylopectine. Vous avez des amidons modifiés, possibilité d'utiliser des gommes, des polyosides. Beaucoup de celluloses également sont employées. Vous avez ici l'acronyme CMC pour cellulose microcristalline. Vous avez de la méthylcellulose, de la carboxyméthylcellulose, de l'acétophthalate de cellulose, des protéines
également qui sont employés, gélatine, caséine. Donc en fait, l'important ici, vous voyez que ça peut vite faire catalogue, comme je vous le disais. L'idée, c'est que vous ayez entendu déjà ces différents excipients et que ensuite, vous voyez dans quel cadre et pour quelles raisons ils sont employés dans les formulations. On va ensuite pouvoir synthétiser des éléments tels que la polyvidone qu'on va utiliser comme liant de compression. Donc vous verrez ça lorsque vous ferez les formes orales solides. Des macrogols, des polyéthylène-glycols, des carbomères, des carbopoles. Donc ça, c'est tous les produits de synthèse. Vous allez, lorsque vous allez formuler des émulsions ou des suspensions parfois, utiliser des tensioactifs. Alors, à quoi ça sert un tensioactif? Vous savez que lorsque vous allez mélanger deux phases, par exemple de l'huile et de l'eau, ces deux phases ne sont pas miscibles, elles n'aiment pas se mélanger. Pour les mélanger, c'est ce que vous faites lorsque vous préparez une vinaigrette, vous agitez, il faut dépenser de l'énergie. D'accord? Donc pour générer des interfaces entre deux phases non miscibles, il faut dépenser de l'énergie. Et vous savez que tout système tend vers un équilibre où l'état énergétique est le plus faible possible. Donc finalement, si on arrête d'agiter, les deux milieux vont déphaser et on va retrouver deux phases distinctes de l'huile et de l'eau. Si on souhaite optimiser la miscibilité, le mélange entre ces deux phases, il va falloir employer des molécules qui vont abaisser l'énergie de surface qu'on peut retrouver entre l'huile et l'eau. Et pour ce faire, ces molécules elles vont présenter à la fois une affinité pour la phase liquide, c'est ce qu'on retrouve ici avec donc la partie, on va dire, hydrophile des molécules de tensioactifs, et une partie de la molécule qui présenterait une affinité pour la phase huileuse, Et là, donc là, c'est l'objet de cette chaîne hydrocarbonée qui va se positionner. Donc, si on reprend ce schéma ici, spécifiquement, donc la molécule se positionne spécifiquement à l'interface en présentant sa tête polaire dans la direction de la phase aqueuse et sa tête apolaire et sa queue apolaire spécifiquement au niveau de la phase huileuse. D'accord? Et donc, puisque les molécules sont amphiphiles et qu'elles présentent une affinité aussi bien pour la phase aqueuse que pour la phase huileuse, le positionnement à l'interface de ces molécules-là va abaisser l'énergie aux interfaces et donc permettre une meilleure miscibilité des deux phases, huile et eau, tant et si bien qu'on va pouvoir stabiliser des gouttelettes d'huile dans l'eau suite au positionnement spécifique de ces molécules amphiphiles aux interfaces. Donc, ensuite, on va pouvoir également mentionner comme type d'excipient les produits minéraux, silice, talc, silicates divers, qu'on retrouve encore très largement dans certaines formulations, notamment le kaolin. On peut également faire mention des conservateurs, colorants, aromatisants, édulcorants. Alors, comme c'est indiqué sur la diapo, effectivement, la plupart de ces produits-là appartiennent également au domaine de l'industrie agroalimentaire. On le verra aussi lorsqu'il s'agira de parler des opérations pharmaceutiques, des opérations unitaires, mais finalement, les outils et les méthodes employées dans ces deux industries, pharmaceutiques et alimentaires, sont extrêmement proches. La différence la plus importante qui existe, c'est finalement la valeur ajoutée de ces produits, qui est nettement supérieure dans le cadre de l'industrie pharmaceutique que dans l'industrie agroalimentaire, et aussi la taille des batchs, la taille des lots, qui est plus importante dans l'industrie agroalimentaire par rapport à l'industrie pharmaceutique, mais les opérations, dont on parlera tout à l'heure, on peut les déployer aussi bien en pharma qu'en agroalimentaire. Donc, en ce qui concerne les conservateurs, colorants, aromatisants et édulcorants,
on peut retrouver donc différents types de conservateurs, donc ceux qui vont avoir un rôle d'antioxydant, c'est-à-dire que la molécule qui est employée dans ce cadre-là va avoir un potentiel redox qui est plus faible que celui du produit à protéger, si bien que c'est cette molécule-là qui va être oxydée en premier. On va aussi pouvoir retrouver des substances qui sont capables de venir chélater, de venir emprisonner les éléments qui sont susceptibles d'induire de l'oxydation. Donc, comme ces éléments-là sont emprisonnés, ils n'agissent plus, il n'y a plus d'oxydation, ce qu'on appelle les substances additives. On va également avoir des conservateurs antimicrobiens, des acides benzoïques, des alcools, des phénols, des esters, des sels d'ammonium. Toujours dans ce qui est conservateur, colorant, aromatisant et édulcorant, en ce qui concerne les colorants, eh bien, on retrouve ceux qui sont employés dans l'industrie agroalimentaire. Pour les aromatisants, c'est pareil. Et en ce qui concerne les édulcorants, eh bien, souvent, ils servent à remplacer les sucres simples qui sont susceptibles, c'est le cas du saccharose, d'avoir un effet cariogène, donc de générer des caries, diabétogènes, de promouvoir le diabète ou de générer un apport calorique trop élevé. Donc, en lieu et place de ces sucres-là, eh bien, on va employer des édulcorants tels que le sorbitol, le xylitol, le sucralose, l'aspartame, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a un très grand nombre de familles d'excipients. Il est impossible d'être exhaustif. Et donc, pour ma part, je ne vous demanderai pas évidemment de retenir ce catalogue. Ce qui m'intéresse plus, c'est que à la suite des enseignements réalisés donc, dans le cadre de cette UE, vous compreniez pourquoi tel ou tel excipient va être employé pour eh bien, avoir un effet sur la forme pharmaceutique en termes de, par exemple, libération prolongée, en termes de protection de la muqueuse gastrique, en termes de modulation de la libération, etc., etc. Quand on a parlé donc élaboration d'une forme pharmaceutique, élaboration d'un médicament, on a dit qu'on allait mélanger une substance active dont on a vu les origines et les propriétés, un excipient dont on a vu les différentes familles, et tout ça allait être élaboré au cours de différentes opérations pharmaceutiques qu'on peut également qualifier d'opérations unitaires. Donc là, vous avez, pareil, une slide avec quelques-unes des opérations pharmaceutiques qu'on peut envisager. Je suis loin d'être exhaustif lorsque je vais mentionner le broyage, par exemple. Alors le broyage, je vous ai présenté un mortier parce qu'effectivement, à l'échelle de l'officine, lorsqu'on veut broyer des principes actifs et ou des excipients, on utilise un mortier et un pilon. Mais à l'échelle industrielle, on va pouvoir employer différents types de broyeurs en fonction de la nature des poudres à broyer et en fonction également de la granulométrie finale que l'on souhaite obtenir. Donc là, vous avez l'exemple d'un broyeur à tambour, mais j'aurais pu vous donner un broyeur à billes, par exemple, ou un autre type de broyeur, un broyeur à marteau, par exemple. On peut parler également d'opérations de mélange, mélange entre excipients, mélange entre principes actifs et excipients. Alors ça, c'est lorsqu'on s'intéresse aux mélangeurs à poudre, mais on peut aussi avoir ici des mélangeurs à liquide lorsqu'il s'agit de générer des suspensions, des émulsions. On peut s'intéresser à des opérations de séchage lorsqu'on veut générer des poudres à partir d'un liquide, d'une suspension, d'une émulsion. Donc c'est ce qu'on appelle le spray drying, c'est l'atomisation. C'est le même procédé que celui qui permet dans l'industrie agroalimentaire de générer par exemple du lait en poudre. On va donc pulvériser le liquide et le soumettre à un flux d'air chaud qui va permettre d'obtenir in fine des petites gouttelettes de poudre après que ce liquide ait été pulvérisé et séché.
Et puis il y a des opérations de mise en forme. Là aussi, hein, j'aurais pu en citer beaucoup. Je vous fais mention de l'opération de sphéronisation. La sphéronisation, c'est ce qui permet à partir d'une poudre de générer des petites billes qui vont permettre ensuite de remplir par exemple des gélules ou des sachets. Donc l'opération de sphéronisation, vous y reviendrez sans doute lorsqu'il s'agira de déployer les enseignements en lien avec la forme orale solide. Ensuite, eh bien, machine à comprimer pour obtenir donc, les comprimés. Hein. Vous savez que les comprimés, c'est la forme pharmaceutique la plus employée parce que c'est pratique, parce que ça ne contient pas d'eau, ça se conserve bien. Donc l'opération de compression eh bien, s'effectue à l'aide de machines à comprimer rotatives avec des tours ici de compression qui sont équipés de nombreux pistons. Et puis vous avez ici par exemple, si je m'efface, vous avez ici également possibilité d'enrober vos formes pharmaceutiques, par exemple un comprimé, en venant pulvériser au sein d'une turbine d'enrobage un film polymérique, une solution de polymère sur les comprimés qui ont été générés. Donc vous voyez, il y a plein d'opérations pharmaceutiques, d'opérations unitaires. Je ne prétends pas être exhaustif là non plus, c'est juste pour vous montrer que voilà, il y a l'obtention d'un médicament, c'est un principe actif, un excipient, le tout étant élaboré au cours de différentes opérations pharmaceutiques telles que celles que je vous présente sur cette diapo. Donc, on a vu effectivement que pour pouvoir maîtriser la pharmacotechnie, il faut des compétences en physico-chimie et puis il faut des compétences en technologie pharmaceutique, en ingénierie. D'accord ? Mais effectivement, pour bien comprendre les différentes opérations, il faut bien comprendre comment se structure la matière et quel est l'état de la matière en fonction des conditions de pression, de température et des contraintes qui sont employées. Donc, dans l'heure qui va venir, je vais me permettre de vous faire un petit rappel sur les différents états de la matière. Donc, on va reprendre en fait des notions de physique en introduction, hein, qui vous sont importantes que vous maîtrisiez, pour être à l'aise ensuite dans le cadre de votre cours. Et puis on basculera progressivement sur des notions de chimie, chimie des solutions, pour clôturer cette présentation. En fait, il faut que vous compreniez que la matière, eh bien, elle va résulter, l'état de la matière en tout cas, va résulter d'un équilibre entre des forces qui tendent à séparer les éléments et des forces qui tendent au contraire à les rendre cohésifs les uns avec les autres. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser aux différentes forces qui existent, faire un bilan des forces, c'est ce qu'on fait toujours lorsqu'on commence un problème de physique, on fait toujours un bilan des forces. Et ces forces, eh bien, on va voir effectivement qu'elles vont permettre, elles vont avoir une action sur la cohésion de la matière. Donc, il y a 4 grands types de forces. Il y a les interactions gravitationnelles, les interactions faibles, les interactions électromagnétiques et les interactions fortes. En fonction de l'échelle à laquelle on s'intéresse, ces différentes